Bon, merci beaucoup Jacques pour l'invitation et puis aussi pour l'introduction. Je ne m'attendais pas à entendre parler de Bresson, mais j'ai trouvé très intéressant comme tu l'as présenté. Je ne l'ai pas encore vu, moi, l'exposition, mais effectivement, ça donnera à réfléchir en écho avec ta propre exposition. Donc, moi, on s'est entendu en fait avec Jacques que je partagerai quelques réflexions un peu générales. Donc, j'ai essayé de revenir un petit peu sur ce que sont, on peut le dire, hein, mes obsessions et essayer de les articuler en fin de compte au propos de l'exposition que je n'ai pas encore vue. Donc, j'ai regardé le livre reçu très récemment, mais bon, je vois un petit peu de quoi il s'agit, puisque j'ai eu un peu la chance, même la grande chance de découvrir et d'aller quelques fois au Brésil et d'y rencontrer les artistes. Bon, je vais commencer par un artiste quinois contemporain, Roger Bothembe, qui est mort en 2022, si je me rappelle bien, et qui s'exprimait ainsi, je vais vous montrer comment, s'exprimait ainsi dans le cadre d'une discussion à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, donc c'est la ville où il a travaillé toute sa vie, et j'ignore quels furent exactement ses mots, mais son propos a été rapporté par l'historienne de l'art brésilienne, justement, Amy Coide, dans ces termes. Et je lis ce qu'il y a donc de visible ici, et j'ai mis une œuvre à côté de l'artiste en question. Qu'est-ce qu'une œuvre, dit-il? Ou encore, qu'est-ce qui n'est pas une œuvre? C'est alors poser le problème de la définition du statut de l'œuvre d'art et de l'objet. Les objets de l'art traditionnel, souvent, ne seraient pas considérés comme des œuvres d'art. Les objets auraient le pouvoir d'agir. Lorsqu'une personne a un problème, le féticheur ou le médecin traditionnel lui disent d'aller voir un sculpteur. Les œuvres sont donc des objets chargés de pouvoir, de sorte qu'en général, ces objets ne devraient pas être exposés, mais devraient rester cachés. Ils traduisent des cosmogonies ainsi que des identités. Ils sont également porteurs d'une esthétique négro-africaine. Ce sont des objets qui expriment des essences spirituelles et des mythologies africaines, bien souvent oubliées. Et c'est moi qui ai mis un peu en gras quelques expressions. Dans ses propos définitoires, l'art croise les descriptions anthropologiques des religions et de la culture matérielle des sociétés ouest-africaines. Ainsi, la question du statut de l'objet, entre idole et œuvre d'art, fait écho aux recherches de Jean Bazin dans son livre « Des clous dans la Joconde », de même que la capacité d'agir des objets croise l'enquête de Bruno Latour dans le culte moderne des dieux fétiches, et même dans sa relecture de la modernité scientifique. Les enjeux de care, donc signalés par Roger Bothembe, donc de soins, à cheval entre mise en forme et spiritualité, se retrouvent dans les préoccupations de nombreuses chercheuses féministes actuelles, mais sont aussi à la source des travaux de Sigmund Freud sur le fétiche du point de vue de la psychanalyse. Enfin, la question de la monstration et de la dissimulation, le secret, des objets chargés est au cœur de nombreux passages de l'Afrique fantôme de Michel Léris, tandis que l'enjeu de l'esthétique négro-africaine a occupé un grand pan de la recherche sur l'art africain, de Senghor à Jean Laude, le professeur d'histoire de l'art des avant-gardes de la Sorbonne, dans les années 70 et 80. Un artiste de Kinshasa pose en quelques phrases nombre des enjeux de l'histoire de l'art aujourd'hui, celle qui s'intéresse à l'art dans les mondes noirs, qui s'appuie sur plus d'un siècle de recherche anthropologique et qui entend comprendre la place des objets dans les sociétés ouest-africaines. En effet, celles-ci ont la particularité, non pas exclusive, mais de composante majoritaire, de s'inscrire dans une tradition orale. Sous cet angle, je me permets de souligner la dernière phrase de Roger Bothembe, évoquant l'art en Afrique. Ce sont des objets qui expriment des essences spirituelles et des mythologies africaines, bien souvent oubliées. La notion d'expression est particulièrement importante et sera celle qui permettra, à mes yeux, de mieux comprendre dans quelle mesure se noue dans l'objet fétiche et ou dans l'objet d'art africain et afrodescendant un rapport à l'histoire, à la mémoire, à l'archive du royaume Akan au XVIIIe siècle à l'œuvre des artistes brésiliens contemporains. La démonstration ne se veut ni absolue ni continue, il s'agit de porter l'attention en particulier sur l'enchevêtrement spécifique de l'oralité et de la matérialité, quand l'archive écrite est moins surplombante pour porter les voix des acteurs et des actrices. Or, c'est ce qui est propre, encore une fois relativement, mais majoritairement, au monde noir, dans le temps et dans l'espace. Notons d'ailleurs
que ce rapport privilégié à l'oralité par rapport à l'écrit est soit traditionnel, ou comme dans le cas des sociétés esclavagistes, il fut subi et contraint. En 1986, Jean Bazin, dans Retour aux choses-dieu, mettait aussi l'accent sur la dimension expressive des objets sacrés africains, expressive plutôt qu'illustrative ou narrative, et de mon point de vue, parce que le moteur conceptuel n'est pas celui de l'imitation, comme dans les beaux-arts occidentaux. Il est, dans l'art traditionnel, fondé sur une créativité compositionnelle à base d'agrégation de matériaux signifiants. L'expressivité des objets africains, parce qu'ils sont associés à une parole instituante, serait un modèle mémoriel, voire historique, dont on pourrait imaginer qu'il fonde, au moins en partie, l'approche postcoloniale du rapport à l'archive, forgée par nombre d'artistes contemporains. C'est en tout cas mon hypothèse, et je tente ce matin, en quelques exemples, de l'expliquer. Désordre, c'est pas grave. Non, je voulais peut-être vous montrer, oui, les objets chargés et montrer aussi la perpétuation, en fin de compte, du système de composition. Jusqu'à Roger Bothambé, qui a fait beaucoup d'œuvres picturales qui s'inspirent aussi que j'ai oublié de vous montrer. Donc là, je passe à l'image suivante. L'orfèvrerie à Chantilly est liée d'une part aux ressources minières aurifères de l'ancienne côte de Guinée, c'est-à-dire l'actuel Ghana. Or, qui motiva l'exploration commerciale et navale des Européens dès la fin du XVe siècle et qui suscita aussi des besoins communicationnels pour la bonne marche du commerce, y compris et avant tout dans les sociétés africaines elles-mêmes. Ainsi, le poids de l'or était mesuré par de minuscules figurines faisant art, à l'instar de celles que vous voyez à l'écran, dont la codification et la sophistication de l'apparence étaient articulées à des proverbes. Autrement dit, chaque figurine était caractérisée par le fait qu'elle incarnait une image et une idée, voire une leçon morale. Ainsi, la figuration d'un éléphant signifiait le proverbe suivant « Celui qui suit la trace de l'éléphant n'est jamais mouillé par la rosée des buissons », ce qui voulait dire, grossièrement, qu'il faut toujours se mettre sous la protection d'un chef. Et je vous montre là l'éléphant du musée de Brooklyn qui se trouve sur la gauche. Un autre exemple, celui de l'oiseau au corps nœud, était associé au proverbe suivant « Nous ne l'attachons pas dans un nœud ». Autrement dit, le sage ne peut être floué. Et je vous mets ici du Quai Branly. Ces piécettes de 3 cm et d'une quinzaine de grammes sont symptomatiques du phénomène expressif de l'objet dans les sociétés de culture orale, mais il est aussi d'autres modalités du nouage de la chose et de la parole. Le célèbre Boli, dont Michel Léris a raconté par le menu le vol lors d'une étape de la mission Dakar-Djibouti chez les Bambara du Mali en 1931, est en ce moment même exposé au musée du Quai Branly, là, dans le cadre de l'exposition, la reconstitution de l'exposition Dakar-Djibouti. Et on connaît, grâce aux travaux de Michel Coquet, le mode de fabrication et la fonction de celui-ci, mode que je résume en quelques mots. Les bolis sont faits de l'agrégation, dirigée et contrôlée par le féticheur, de différents matériaux prélevés en fonction d'événements et de lieux propres au mythe fondateur et à l'histoire du clan, qui lui voue un culte. Ces matériaux sont amalgamés dans le cadre de sacrifices animaux dont le sang fournit le coagulant, en même temps que la parole instituante du féticheur donne sens et corps à l'objet. Les bolis sont donc les noyaux d'une histoire ancestrale dont la forme se modifie à mesure que les événements du clan se produisent et qu'en correspondance, sur le plan matériel et symbolique, ils s'agrègent au magma premier. La forme de l'objet fétiche est ainsi évolutive, jamais finie. Le boli fonctionne comme une archive matérielle et liturgique, donc parlée et performée, en plus d'être toujours en cours, comme l'histoire du clan. Les matériaux, la composition, la parole du féticheur et les rites collectifs sont archivés dans le boli. Cette historicisation de la vie du clan dans la chose est alors limpide aux initiés du clan, qui en entretiennent la vie et la mémoire. Évidemment, dans la vitrine du musée du Quai Branly, seule une partie de son énonciation nous est désormais accessible. Ce sont précisément les mémoires oubliées évoquées par Roger Bothambé. Il est une troisième forme qui intéresse particulièrement la tradition d'un art historié, dans un sens beaucoup plus proche de la tradition européenne d'ailleurs. C'est l'ornementation du palais des rois du Dahomey, donc l'actuel Bénin.
L'historien de l'art béninois Joseph Adandé parle à propos de ces bas-reliefs de picto-idéogrammes, dont il rappelle que le déploiement sur les murs ou sur les toiles était équivalent du point de vue du vocabulaire autochtone et qu'on en vit les premières formes au XVIIIe siècle, au moment des contacts renforcés avec les navigateurs et les commerçants européens. Selon Adandé, ces œuvres avaient une double fonction, celle de raconter et celle d'enluminer, autrement dit d'être à la fois un ornement plastique et une histoire visuelle qui découlait de premières formes décoratives élaborées dans le cadre de temples du vaudou. 3 régimes se déploient sur la façade des palais. Le niveau le plus bas évoque l'animal totem du roi Glélier, le lion. Le niveau médian est dédié aux scènes de guerre et le niveau le plus haut est à la gloire des ancêtres fonds, dont le roi Guézo, père du roi Glélé lui-même. Le système visuel s'avère à mi-chemin entre la codification cryptée et la narration de scènes historiques. Il est conçu, toujours selon Adandé, pour impressionner les visiteurs, comme les sujets du roi. Ainsi, il est au moins 3 régimes plastiques africains qui, bien que pris dans des énonciations ou bien des récits mémoriels, mythiques et ou historiques, s'incorporent dans une archive qui prend la forme d'un objet, ou en tout cas d'une chose matérielle, plutôt que sous la forme d'une archive écrite. Toutefois, la production écrite européenne s'en est également fait le témoin par les récits de voyageurs ou l'organisation administrative consignée dans les papiers officiels de la colonisation. Mais si l'on considère la production d'une archive endogène, propre aux sociétés africaines, ce sont d'une part des recherches sur les traditions orales qu'il faut mener, et d'autre part, ce sont les archives matérielles que l'on doit privilégier. Cette spécificité appelle, je crois, la nécessité de porter une attention particulière à l'histoire de l'art africain et afrodescendant, autrement dit à interroger dans quelle mesure la production plastique a été comprise et imaginée comme le lieu par excellence d'écriture de la mémoire, et en conséquence, si elle doit être appréhendée comme une source majeure pour celles et ceux qui voudraient écrire l'histoire de ces sociétés. Aussi, sans prétendre ce matin suivre le fil dans tous les lieux où on peut faire l'hypothèse que ce serait pertinent, je prendrai pour l'occasion quelques exemples brésiliens qui m'apparaissent faire directement écho à cette spécificité historique de l'art dans les mondes noirs. Le premier plan sur lequel on observe un rapport spécifique à l'archive dans l'art contemporain est, me semble-t-il, celui qui poursuit ou réactive une pratique culturelle. Autrement dit, quand l'œuvre opère une réincarnation artistique d'un mode de production déterminé par la nécessité historique. Je m'explique. Dans le travail du textile dans les mondes noirs post-coloniaux, comme le Brésil ou les États-Unis, donc j'essaye d'expliquer le fait qu'il y a une dimension à l'échelle de la pratique culturelle qui est réactivée par l'art contemporain et que c'est une forme de faire réapparaître, enfin de l'histoire même des mondes noirs. Donc, quand l'œuvre opère une réincarnation, merci beaucoup, j'ai un truc effectivement dans la gorge, quand l'œuvre opère une réincarnation artistique d'un mode de production déterminé par la nécessité historique. Je m'explique. Le travail du textile dans les mondes noirs post-coloniaux comme le Brésil ou les États-Unis prend la forme d'un rapaillage du monde, c'est-à-dire ce qui est rassemblé et qui était éparpillé. Et je vous montre l'exemple des œuvres de Sonia Gomez. Donc ça, cette première œuvre s'intitule Mémoire, c'est une œuvre de 2004, et je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, mais on voit tout le travail finalement de couture de différents textiles qu'elle organise. Donc ça, c'est Mémoire. Et l'autre pièce qui est assez symptomatique de son travail en général, qui s'intitule Accord naturel, qui est plus récente, de 2018, et où j'ai mis ici une forme de détail finalement de cette installation et qui est plus propre à la forme qu'a prise son œuvre récemment. Dans l'œuvre de Sonia Gomez, par exemple, la citation et le montage ne sont pas seulement des gestes artistiques postmodernes, qu'ils rejoignent incontestablement, mais par la bande. Il s'agirait plutôt de gestes artistiques de réparation. Ils s'ancrent dans la récupération et le remodelage. L'artiste porte une attention à la première vie de l'étoffe, mais aussi à ce qui est possible de lui prêter par le recyclage utopique, que ce soit un bout de chiffon, un apron en dentelle, une chute de rideau ou encore une toile de jute. La fibre a potentiellement plusieurs vies qu'il plaît à l'artiste de pétrir, de bourrer, de larder, comme autant de propositions de transformer et de partager le déjà là
plutôt que d'embarrasser démesurément la terre et l'art. L'art de Sonia Gomez se départit du traditionnel quilt africain-américain, qui rapiéçait déjà, pour s'ouvrir au modèle du vivant, aux formes du vivant, dans ce que je crois être l'émulation de l'activité du ver à soie. Autrement dit, il y a dans son œuvre la signature de la confection textile en société esclave, c'est-à-dire la nécessité d'accommoder le vêtement des restes des habits du maître, mais aussi de transfigurer, de travestir, comme dans les espaces suspendus du carnaval, les fonctions initiales de ces tissus pour renverser l'ordre social, le temps de l'art. Et là, je vous montre les œuvres d'un autre artiste qui s'appelle Jean-Marcel Saint-Jacques, qui est un artiste de la Louisiane et qui travaille, il appelle ça des wooden quilts, c'est-à-dire qu'il travaille à travers du bois, finalement, qu'il organise sous la forme de quilt. Et c'est un artiste qui a commencé sa production après Katrina, en réutilisant tous les détritus, finalement, de l'ouragan à la Nouvelle-Orléans pour refabriquer des œuvres et qu'il a commencé à vendre sur le marché français et qui, chemin faisant, a fait toute une carrière à travers ça. Et là, on voyait une première version d'un wooden quilt qui c'est symptomatique de sa production. Et là, c'est une pièce qui s'intitule « Mrs. Gloria definitively sat on that chair when she lived in the house next door ». Et on voit effectivement, parmi la récupération justement de ces morceaux en bois, un dos de chaise qui aurait donc appartenu à Madame Gloria, qui était par ailleurs sa voisine. Donc un artiste de la Nouvelle-Orléans, sculpteur de wooden quilts et black masking Indian, autrement dit personnage et performeur du carnaval, que j'ai eu la chance d'interviewer, Jean-Marcel Saint-Jacques, expliquait que son inspiration lui était venue des, et je le cite, fabricantes de quilts qui étaient à l'origine des domestiques, remployant les chutes de tissu des femmes blanches pour en faire des couvertures. Et il ajoutait, je cite toujours, « C'est l'histoire de l'Empire, elles se débarrassent de leurs déchets, on les récupère et on en fait quelque chose de beau et d'utile. » L'art de Sonia Gomez fait écho à ce savoir-faire traditionnel du textile en milieu colonial et postcolonial. Cet art de la récupération, pour emprunter l'expression de Tiffaine Samoyo justement, prend une forme chez elle, une autre chez Marcel Saint-Jacques. Mais dans les deux cas, l'archive est ici pratique. Le deuxième plan, qui correspond à ce que déploie Jacques Lénard dans son livre et probablement dans son exposition, donc que je n'ai pas encore vue, est d'un ordre plus littéral et s'organise directement autour de l'archive visuelle dans l'emprunt de ses motifs pour en révéler sur le plan critique autant la charge coloniale que la naturalisation dans l'espace public. À ce titre, les fissures temporelles d'Adriana Varey-Rao, alors moi je ne parle pas portugais, je suis désolée, mais je crois que vous voyez ce que je veux dire, et la cartographie critique de Jaime Laureano sont particulièrement intéressantes parce que l'émulation avec l'iconographie de Jean-Baptiste Debré, qui a littéralement produit l'imagerie canonique du XIXe siècle brésilien, et plus largement avec l'archive visuelle coloniale brésilienne, est à la fois littérale et à distance, en grande proximité au point d'en reproduire des motifs, et en même temps dans une refonte interventionniste pour neutraliser la charge devenue implicite de l'archive. Et là, je vous montre donc une première pièce d'Adriana Varey-Rao. Voilà, j'allais le dire. Adriana, je vais l'appeler. Donc, qui reprend effectivement un certain nombre de motifs empruntés à Debré, qu'elle concasse, si on peut dire, en fin de compte, dans la manière dont elle procède, un peu à la manière de Kara Walker, d'ailleurs. Et on a comme ça cette imagerie un petit peu d'Épinal qui, d'un premier abord, est très décorative, très soignée, qui reprend un peu comme ça des formes douces à l'œil. Et quand on regarde de près, en fait, c'est des scènes de grande violence. Et elle utilise comme ça toute l'imagerie coloniale. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer aussi comment elle réemploie, bon, on ne voit pas très bien ici, mais comment elle réemploie aussi le travail de France Post, donc un travail européen au Brésil, mais là au XVIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment continu et encore une fois, on pénètre dans l'œuvre et dans la dimension critique de l'œuvre en regardant de plus près finalement ce qu'elle déplace un petit peu de quelque chose qui a priori paraît extrêmement familier. Et c'est aussi une pièce qui m'a beaucoup marquée, que j'ai photographiée d'après le livre de Jacques
ce rapprochement qu'il a montré tout à l'heure aussi. Je trouve son travail tout à fait intéressant aussi à Loriano. Donc Loriano, et là c'est Jamie Loriano, a lui aussi une connaissance approfondie de l'ouvrage illustré de Debré, si bien qu'il intervient dans sa fortune à plusieurs niveaux. Sur le plan compositionnel, avec une reprise actualisée du schéma disciplinaire propre à la visibilisation de la violence raciste. Sur le plan argumentaire, en adjoignant à l'image d'une violence contemporaine le titre d'une planche de Debré pour signifier le continuum de 1830 aux années 1980. Et enfin, au cœur même de la représentation graphique occidentale du monde, que sont les cartes, pour en dénaturaliser la scientificité absolue, en révéler les biais propres à une conception relative du monde et jeter le trouble au sein de l'idéologie eurocentrique. Chez Adriana et Loriano, l'archive n'est pas nécessairement intacte, mais d'une manière ou d'une autre, son intégrité et son historicité sont directement perceptibles dans l'œuvre, qui, elle, se déchiffre justement par l'objectivation de la relation qu'elle noue avec l'histoire, souvent pour en dénoncer les survivances inégalitaires, voire les répercussions violentes dans le temps présent. Aussi, il s'agit dans le premier cas de la perpétuation d'une mémoire interne ou relativement interne à une communauté, comme les pratiques textiles, et même quand cette mémoire est imaginaire, et dans l'autre cas, d'un engagement critique avec le legs historique, et c'est le cas de Adriana et Loriano. Dans l'art contemporain, l'archive s'entend éventuellement comme mémoire ou bien comme portion d'histoire. Elle peut être aussi savoir-faire immatériel ou bien élément historique réactualisé. Dans tous les cas, les œuvres proposent un rapport alternatif au passé, alternatif à l'histoire canonique ou majoritaire. Mais le geste de l'artiste vis-à-vis de l'archive ne répond qu'à son intérêt. La pioche historique n'a de compte à rendre qu'à la subjectivité de la création. Or, précisément à ce niveau, s'instaure une distinction fondamentale entre la démarche artistique et celle de l'historien de métier, qui doit faire reposer son rapport au passé sur une surface congrue de la recherche, sur un équilibre et une variété de sources, et encore sur des contre-enquêtes. Autant de modes de construction de la production scientifique des connaissances historiques. Les deux registres, l'art et l'histoire, bien posés, cohabitent aisément et agissent dans des sphères distinctes et éventuellement complémentaires, puisque l'art n'a pas la charge de restituer une vérité historique dans sa complexité, là où l'étude de la pluralité contradictoire des archives est une exigence pour l'histoire. Ainsi, dans ce saut temporel et médiatique, il est un foisonnement de connexion avec l'histoire ancestrale, le passé mémoriel, et donc avec l'archive, qui se noue spécifiquement dans les mondes de l'art noir. Par conséquent, il est nécessaire de porter une attention particulière aux objets, dans le sens où ils agissent de manière majorée dans ces sociétés, parce que traditionnellement, ou bien de gré, ou bien de force, elles n'ont pas investi dans l'archive écrite. Faire l'histoire, au sens large, des mondes noirs, c'est donc s'engager dans une étude approfondie de la place des cultures matérielles sur la longue durée et à l'échelle transrégionale. Il semble d'autant plus nécessaire de considérer ce phénomène d'énonciation de l'histoire depuis l'objet dans les mondes noirs que nombre d'artistes inscrits dans la post-colonie, donc tant à Rio, à Paris qu'à Lagos, entretiennent une discussion étroite avec différentes formes historiques, à l'instar de l'image coloniale et de la cartographie impériale. Je conclurai sur ce qu'Édouard Glissant écrivait en 1981 dans le Discours antillais, son ouvrage le plus engagé dans une réflexion sur l'histoire. Voici ce qu'il écrivait. L'œuvre qui ne relance pas ici et inlassablement le moteur historique contribue à renforcer l'aliénation. Reprendre à partir du premier bateau négrier qui débarque à sa première cargaison et de là combler le hiatus. Cela sous-entend que soit dénoncée au départ et en permanence l'exploitation économique. Cette dénonciation est liée à l'éclaircissement historique, faute de quoi elle tourne immanquablement au bénéfice des élites créées, usurpatrices des conquêtes arrachées par les luttes populaires. Édouard Glissant donne ainsi pour mission à l'art de, je le cite, relancer le moteur historique, sentant, à mes yeux du moins, le désir d'histoire, et non pas nécessairement de combler le hiatus, c'est-à-dire d'écrire toute l'histoire. L'art doit donc aiguiser ce désir d'histoire, celle-ci étant comprise comme la discipline à même d'expliquer le sens, le cours et les formes du temps,
y compris et surtout sous l'angle de la domination. Édouard Glissant évoque également la pulsion initiale de l'œuvre Relance, la dénonciation. Ainsi, l'auteur assume l'engagement subjectif de l'artiste dans la création, dont l'œuvre s'épanouit et se justifie dans un processus de sensibilisation qui sera à son tour le levier pour le regardeur ou la spectatrice du désir d'histoire. Glissant écrit « Cette dénonciation est liée à l'éclaircissement historique. Ce lien, tel qu'il est posé par l'art noir contemporain, il me semble qu'il se définit par le retour du refoulé de l'expérience de la colonisation et la subsistance encore asymétrique du partage du pouvoir en post-colonie. L'art est donc, à la lecture de Glissant, un appel à l'histoire, un appel au travail historique en réponse aux questions posées et aux expériences traumatiques exposées que formulent ces archives reconfigurées, rebattues, désencastrées par le travail de Sonia Gomez ou de Jamie Loriano. Ainsi, je dirais pour conclure que le domaine de l'art est alors la formulation sensible et subjective du besoin social et politique d'histoire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je voulais dire, on a eu du temps pour parler. On va interroger la présentation de... Moi, ce qui m'a frappé, dans... Ah, oui, merci. Ce qui nous replace dans l'espace de la visibilité et de l'exposition. Hein, parce qu'on est dans le débat de ce colloque, on est dans une tentative permanente de sortir du pur monde des livres, du pur monde de la parole, et donc de réinscrire l'œil, le toucher, d'autres sens que notre culture occidentale a eu tendance, pas à éliminer, mais enfin souvent en tant que culture à minoriser, et que le mouvement actuel, le développement de l'image, le développement des occasions de rencontrer l'objet, et même éventuellement de le toucher, hein, le XXe siècle a quand même inauguré l'idée que l'objet d'art était éventuellement aussi quelque chose qu'on pouvait toucher. Hein, il y a une fameuse artiste brésilienne qui a fait une forme, on peut imaginer qu'il s'agit d'un saint, d'un favor tocar, hein, je vous en prie, touchez. Et donc, on est dans un débat de parole qui essaye de réintroduire l'objet et des fonctions différentes. C'est la première chose que je voulais souligner. Et si tu veux toi-même commenter peut-être ça. Oui, je pense qu'il y a, enfin, ce qui m'intéresse, et là j'en présente juste quelques pistes, mais et encore une fois, peut-être je veux insister à nouveau, pour moi c'est pas une histoire continue, absolue, démontrable en toutes circonstances. Les mondes noirs, c'est aussi une généralisation qui est relative, etc. Donc je veux pas du tout dénuer toutes ces spécificités historiques et culturelles qu'il faudrait approfondir pour bien regarder comment ça opère, mais néanmoins, je pense, c'est plutôt un souci, il y a deux mouvements pour moi. Il y a un premier mouvement pour les historiens d'art que nous sommes, en tout cas pour ceux d'entre nous qui le sommes, c'est de penser la responsabilité qu'il incombe aux historiens de l'art, des cultures matérielles, des objets, tout ce que vous voulez, de prendre très au sérieux ce qu'ils étudient quand ils s'intéressent aux sociétés majoritairement noires, parce que c'est l'archive la plus conséquente. Donc, c'est prendre au sérieux finalement la contribution qui peut être la nôtre dans l'histoire de ces sociétés-là. C'est deuxièmement
avoir conscience que les objets importants du point de vue des sociétés sont presque toujours liés à une parole instituante, et donc la question de l'histoire de l'oralité doit être menée, je dirais, de concert. Deuxième chose, c'est peut-être d'observer, je dirais, pour le dire très très grossièrement, l'intérêt que les artistes postcoloniaux, ceux qui s'inscrivent dans cette démarche-là en tout cas, selon moi, il n'y a pas d'artiste qui ne soit pas postcolonial, puisqu'on est dans un monde postcolonial où que l'on soit, je dirais, hein, et qui que l'on soit. Mais néanmoins, disons pour ceux qui revendiquent un intérêt du point de vue postcolonial entendu, dans le sens que le phénomène de la colonisation a des effets sur les sociétés descendantes de colonisés autant que sur les sociétés descendantes de colonisateurs. Pour moi, c'est ça l'angle majeur de la dimension postcoloniale. Ils s'intéressent énormément à l'histoire dans leurs travaux. Et je veux dire, parallèlement, il y a aussi un retour du figuratif mis de l'avant, etc. Donc là, le besoin d'exprimer par l'objet, par les œuvres d'art, un rapport à l'histoire est omniprésent, donc de le prendre au sérieux aussi comme je dirais, un espace à explorer. Donc ce sont ces deux choses-là. Et troisième chose qui compte beaucoup pour moi, ne pas confondre une démarche artistique dans un rapport noué avec l'histoire et le travail scientifique, entre guillemets, le travail professionnel ou de métier d'écriture de l'histoire. Moi, ça n'est pas une question de gradation de valeur, mais c'est juste pas la même chose. Et donc de tenter d'un peu élucider finalement quel est le rôle de l'un et de l'autre. Donc c'est un peu tout ça en même temps que je voulais présenter ce matin sur la question de qu'est-ce que c'est l'art postcolonial, quel est le rapport entre l'art et l'archive, et puis en même temps, quel crédit peut-on donner au travail, par exemple, de Loriano, que je connais un peu maintenant, qui est très, très intéressant et qui a toute sa place et qui a, je pense, qui anime, encore une fois, un désir d'histoire, hein, mais qui n'est pas en soi une proposition historique à l'égal de ce qui serait une production où, encore une fois, on est obligé de composer avec toutes sortes d'archives contradictoires et où l'élaboration d'un discours est différente. Et c'est pas une... Je trouve important d'être conscient de ça, pour pas que tout soit nivelé dans un tout indistinct. Voilà. Et donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire ce matin. Et sous cet angle-là, oui, voilà, encore une fois, c'est encore indexé du coup, l'importance qui est la nôtre en tant qu'historien de l'art, historien des objets, de la culture matérielle, quand on s'intéresse à ces mondes-là. Et je trouve que c'est assez excitant et il faut le faire entendre aussi aux autres disciplines qui travaillent qu'à partir de l'archive écrite pour décrire des mondes. Eh ben, il y a des biais fondamentaux. Donc voilà. Et ça, probablement que ça se... on peut le décliner dans d'autres contextes. Hein. Je parle de ce que je connais un peu. Je ne veux pas essayer de dire que c'est là que ça se pose de manière exclusive. D'autres questions ? Merci beaucoup, Anne, et pour tout ce que tu nous as exposé et d'avoir commencé aussi par la question de la définition de l'art, hein, la définition de l'objet. Et effectivement, ça n'est pas la même chose, hein, la définition de l'art dans un contexte plus occidental que dans le contexte où les objets, en fait, comme tu l'as dit au départ, ont un certain pouvoir. Donc ça, je trouve que c'est important de faire ces distinctions-là. Et ensuite, j'aimerais bien t'entendre sur la question de l'œuvre. Eh bien, c'est aussi une question à Jacques, parce que l'œuvre de Desbrest devient c'est une œuvre artistique, hein, elle-même archive par la suite. Et donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. À la fois les artistes qui utilisent les archives pour travailler et un siècle plus tard, ces œuvres même deviennent elles-mêmes des archives. Beaucoup, beaucoup de choses. Et ils nous disent autre chose que c'est qu'ont écrit les historiens. Donc, voilà.
Merci beaucoup pour ta remarque. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que peut-être qu'avant il aurait fallu définir aussi cette imagerie coloniale de Debré, effectivement, qui est le petit cousin de David, enfin Jacques-Louis David, enfin qui est dans une formation parfaitement canonique, académique de l'apprentissage du métier de peintre au début du 19e siècle, et qui, c'est vrai, fait un voyage pittoresque et s'entend alors qu'il doit avoir, enfin, pittoresque et pictural, c'est le même dynamisme, c'est-à-dire se prêter à une forme de délectation pour les yeux, y compris sous la forme de gravure, de lithographie raffinée. Donc, ce dont essentiellement quand on s'intéresse à Debré, comme c'est notre cas ces 2 jours, c'est vrai que ce qu'on intitule l'archive, en fait, a d'abord une prétention au moins pittoresque, au moins ornementale, au moins décorative, mais aussi quand même, parce qu'elle est aussi attenante à un texte très explicite quand même, à la description aussi de société, de la société brésilienne du 19e siècle. Mais c'est vrai que, alors, d'ailleurs, c'est l'histoire de l'art, hein, l'histoire des transformations de statuts, des objets et des pièces en général. Hein. C'est vraiment, je pense juste parce que je l'ai relu pour une raison très particulière récemment, à Haskell, qui faisait justement autour des redécouvertes, et redécouverte va avec changement de statut des images. Donc c'est le cœur même de l'histoire de l'art. Mais il faut revenir au contexte initial, comme l'a décrit tout à l'heure Jacques, effectivement, de la commande, en fin de compte, d'un beau livre, quoi, avant tout, instructif, hein, mais le coup d'œil dès le XVIIIe siècle est lié, enfin la sensation de beau est liée à l'instruction, en fin de compte, hein, dès le XVIIIe siècle. Donc c'est tout à fait juste. Et le fait que, finalement, il faudrait considérer aussi le fait que c'est d'artiste à artiste aussi que se passe la transmission d'une histoire, finalement. Hein. Et ça, c'est très juste. C'est une fois que je devrais ajouter à cette réflexion. Oui, bonjour, merci à vous deux pour ces exposés. J'avais une remarque et 2 questions. La première, c'est qu'en vous entendant, monsieur, je pensais à d'autres images coloniales, et notamment à celle d'Arago. Arago est pour moi un cas extrême de ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. C'était la manière dont l'image de l'esclavisée Anastasia, qui est très connue au Brésil, cette image a été totalement incorporée, y compris a été d'abord féminisée. Enfin, il y a toute une histoire qui a été faite de l'image d'Anastasia, et qui est devenue, qui fait partie du culte aujourd'hui. Donc comment une image se transforme, son statut, et on lui voue un culte, etc. Et ensuite est réparée par un artiste contemporain qui va lui enlever son masque, enfin voilà, dans une image. Donc ça enfin, ces phénomènes de redécouverte et de changement de statut des images, pour aller même jusqu'à devenir elles-mêmes culte dans l'Ubanda, voilà. Donc ça, merci, ça m'a donné, je connaissais peu les Debré, enfin, juste pour l'avoir vu, c'était vraiment passionnant de vous écouter. Et Anne, j'avais fait une remarque qui est dans la différenciation que tu fais entre le travail des artistes et des historiens. Est-ce que finalement, c'est pas simplement la question entre mémoire et histoire? C'est-à-dire, est-ce que les artistes ont une prétention, à ton sens, historique véritablement, ou même s'ils utilisent des matériaux historiques et qu'ils historicisent, etc., est-ce que pour eux, les enjeux, c'est pas d'abord des questions de mémoire?
Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est toujours quand tu tentes de séparer pour pas que tout soit nivelé, justement. Tu dis l'artiste donc engage, répond à un besoin d'histoire à travers, d'une part, une dimension subjective, mais aussi tu parles d'une formation sans fil. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Si tu pouvais développer, ou c'est aller un peu trop vite pour moi, à ce moment, cette conclusion sur le mode subjectif et sensible, et donc quel type enfin, voilà. Oui. Sur histoire et mémoire, en fait, là, oui. Qu'est-ce qui se joue, ça me semble important. Oui. Mais j'essaye de dire, c'est-à-dire, d'abord, je ne fais pas de procès d'intention aux artistes, c'est-à-dire de dire, mais vous n'êtes pas des historiens. C'est pas du tout. C'est vraiment un effort de clarification pour moi-même de comment on peut comprendre, tout simplement, la démarche de nombre d'artistes et cet engouement pour l'archive coloniale, pour cette histoire, pour trouver des formes pour la dire, etc. Donc c'est avant tout un hommage à ces démarches que je trouve extrêmement stimulantes. Et à un moment donné, j'ai eu besoin juste de mieux comprendre, en fait, quelle relation aussi on pouvait nouer. Pour le dire très très personnellement, ça s'est posé pour moi au moment où j'ai travaillé avec Sami Balogi, qui est un artiste belgo-congolais qui est très intéressé par l'histoire coloniale. Et c'est vrai qu'il me demandait un texte. Et je disais, en même temps, tu dis tout. Enfin, il y avait quelque chose de... Il avait une vision très très précise des choses. C'était autour de la question des tapisseries. C'est son exposition au festival d'automne c'était pendant le Covid de 2020, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça n'a pas d'importance, mais du coup, je lui disais, qu'est-ce que tu attends de moi? Puisque ce que tu veux dire, tu le dis déjà, tu as travaillé avec les archives, tu lis les textes des chercheurs, enfin, je le trouvais assez complet. Et donc, à partir de là, je me suis dit, peut-être qu'il peut être intéressant de mieux définir quelles sont les sphères d'intervention et des artistes et des historiens. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est une forme de mémoire? Je suis d'accord. Il y a une forme de mémoire, il y a une forme de réactivation, mais en même temps, il y a quelque chose qui n'a pas la narration continue, je dirais, de la mémoire prise comme telle. C'est-à-dire qu'il y a, par le fait même des collages et des montages, etc., des formes d'électrochoc. Si on pense, par exemple, ici au travail de Laureano. Je ne sais pas si on peut, en parlant de cette photographie-là qui est mise donc en rapproché de la légende d'une gravure de Debré, c'est pas vraiment une question de mémoire, c'est plutôt des éléments d'histoire recontextualisés pour activer quelque chose, une réflexion. Donc il peut y avoir, c'est vraiment le propre du montage, c'est-à-dire le discours est quand même ici et maintenant, pas tellement de maintenir dans son intégralité une transmission, soit d'une image, soit d'une histoire, soit de, c'est pas tout à fait ça non plus. Donc mais ça peut faire office de ça dans les pratiques textiles comment s'appelle-t-elle, de Sonia Gomez. C'est pareil, elle l'exprime d'ailleurs, cette œuvre-là s'appelle Mémoire, il y a une question de penser le rapport au textile comme étant toujours quelque chose qui est une chute de quelque chose, c'est-à-dire elle ne va pas acheter des tissus pour faire ses œuvres, ça n'est que des choses qu'on vient lui porter, qu'elle a toujours ramassées. Donc il y a toute cette démarche-là, et je ne sais pas s'il y a la transmission de quelque chose, d'un objet qui a eu un usage premier et qui a un usage second qui est celui artistique. Est-ce que c'est une mémoire de ce qu'il a été avant? Pas forcément, on n'en est pas forcément informé. Il existe dans la configuration qui est celle de l'artiste ici maintenant. Mais voilà. Donc je ne dirais pas que les démarches artistiques contemporaines qui s'inscrivent dans un rapport postcolonial à l'histoire sont strictement une portion de mémoire. Ce
que je verrais dans le domaine visuel qui est plus proche de la mémoire, c'est par exemple tous les albums de famille, les choses comme ça, où là, il y a vraiment quelque chose qui est soigné pour rester aussi intact. C'est pas l'objet de... C'est pas l'enjeu pour Sonia Gomez que le tissu reste intact ou qu'elle remonte des pratiques, des quilts comme on les faisait au 19e siècle, si vous voulez. Donc c'est peut-être dans ce sens-là, ça me semble un petit peu différent, même si ça croise évidemment avec les questions mémorielles. La deuxième question, j'ai oublié, mais c'est parce que je ne retrouve pas ce que j'ai dit. Mais... Ah, c'est pas sans fil, c'est sensible. Je pense, parce que c'est une expression que je n'emploie jamais, sans fil. Donc je vais redire la dernière phrase. Je pense. Et c'est la dernière phrase, juste, je disais, ainsi je dirais pour conclure que le domaine de l'art est alors la formulation sensible et subjective du besoin social et politique d'histoire. Voilà. Merci de pouvoir reformuler précisément ce que j'ai dit. Bonjour, merci pour cette journée sur ce thème très intéressant de l'exposition. Pour moi, je viens d'entendre à au moins 2 reprises le terme d'incorporation. Et pour comprendre en profondeur, si je peux le dire ainsi, comme c'est un terme important pour le Brésil, notamment pour une partie de son histoire, j'aimerais savoir si vous l'avez déjà positionné donc uniquement sur la relation d'objet-l'œuvre ou si c'est en termes des différentes strates de l'histoire que même la partie portugaise du Brésil et d'autres peuples qui sont venus donc fait déjà pour vous participe en termes de ce qu'on appelle, en tout cas en psychanalyse, l'incorporation. Voilà. Merci. Alors, c'est une très bonne question. Évidemment, en écrivant ça, je pensais à tout ce mouvement anthropophage aussi et de questions de... je ne suis pas allée jusque-là parce que ça m'aurait demandé tout simplement plus de temps pour essayer de lier. Puis, ce n'était pas tout à fait ça que j'avais envie de qualifier, en tout cas pour ce matin. Est-ce que, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûre d'avoir compris tout à fait la question, mais si j'ai bien compris, vous me demandez aussi si ce phénomène que je crois observer, finalement, je l'étends à l'ensemble de la société brésilienne. Alors, vous remarquerez, ou pas, mais je vais le dire du coup, parce que c'est important. D'abord, dans la définition que je donne de l'art dans les mondes noirs, ça n'est jamais une exclusive raciale. C'est-à-dire que c'est pas, je ne considère pas, c'est une majorité, c'est lié à une histoire évidente, mais ça n'est pas, c'est la raison pour laquelle, dont je ne crois pas qu'elle soit noire, ou alors à un niveau... J'ai intégré donc l'œuvre d'Adriana. C'est-à-dire que pour moi, je pense les mondes noirs sans qu'il y ait nécessairement une ligne absolue qui distinguerait des pratiques artistiques liées à une race et non pas à l'autre, quand il y a une communauté de vie de fait, y compris quand elle a été forgée dans la violence, qui fait que s'interpénètrent justement des pratiques artistiques. Donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai introduit l'œuvre de cet artiste-là. Pour la question de l'incorporation, il faut que vous me disiez plus précisément ce que vous entendez par là du point de vue de la psychanalyse pour que je puisse vous répondre. Je ne suis pas sûre de le savoir précisément. C'est une modalité de relation donc entre les individus dont la métaphore fait que elle définit une absorption des principaux signifiants et donc conditionne le mode de relation. Voilà pourquoi, effectivement, vous parlez de la condition noire, mais il y a tous les métissages
au Brésil, dont on parle et qui nous semble assez incroyables, mais qui partent aussi effectivement de ces mondes qui peuplaient l'Amazonie, donc qui font partie, eux, de la, comment dire, la pure, alors sans abstraction, puisqu'il y a eu consommation. Donc, est-ce qu'historiquement, vous en tenez compte quand vous parlez de l'incorporation, c'est-à-dire de tout le métissage d'une société brésilienne? Oui. Je suis très précise, et qui donc ferait, elle, abstraction de cette modalité-là, notamment dans les objets, quand vous parlez des objets... Il me semble l'incorporation, c'est quelque chose que j'ai davantage identifié, en tout cas, notamment dans le système de fabrication des objets africains comme les fétiches. C'est-à-dire que, et dans ce que j'essaie de dire autour de l'expression des objets, non pas de l'imitation ou de l'illustration, c'est-à-dire qu'il y a dans le mode de fabrication lui-même quelque chose qui incorpore, dans le sens qui donne corps à une pratique liée à un agrégat de matériaux, et encore une fois, un coagulant qui est souvent le sang des animaux, et la parole instituante. C'est ça ce dont je voulais parler précisément. Après, pour la question, encore une fois, mais je trouve que vous avez tout à fait raison de le souligner, peut-être plus métaphorique de la notion d'incorporation et la question d'une société brésilienne métissée, absolument. La manière dont je le fais, moi, je suis un petit peu ce qui serait... à l'échelle de l'Atlantique noir, selon Gilroy, ce qui serait un peu ces traversées autour des objets. Donc je m'intéresse, si vous voulez, il est vrai, plutôt au biais africain, en fin de compte, dans ces sociétés-là. Mais je ne considère pas que m'intéresser à ce biais-là veut dire une poursuite exclusive, encore une fois, de ce que racialement on peut désigner comme noir. Donc la société brésilienne telle qu'elle est métissée me semble pouvoir être parfaitement perméable, elle l'a été à mon avis plus qu'elle ne le reconnaît, à cette modalité-là, parmi d'autres, et effectivement celle autochtone notamment, parmi d'autres, et celle européenne bien évidemment. Et donc moi je prends un angle que j'essaye d'assumer et que je ne veux pas strictement naturaliste en tout cas. Donc du coup il y a... latéralement, des gens qui ne seraient pas identifiés comme noirs, qui participent, je dirais, de ce phénomène par porosité de nos vies sociales. Voilà. J'espère que j'ai un peu répondu à votre question. Oui, c'était bien ma question. Ah bon.